Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un personnage historique ésotérique et comme nous sommes au mois de novembre, je devrais vous parler du signe du Scorpion. Mais je n'ai pas trouvé de personnage du signe du Scorpion comme c'était le cas en septembre, alors je vais vous parler d'un deuxième personnage du signe de la Balance. Monsieur Balance est né le 12 octobre 1875. Alors les personnes nées sous le signe de la Balance, comme je vous le disais le mois dernier, sont élégantes, déterminées, sociables. L'équilibre a une grande place dans leur vie, mais parfois ils peuvent se montrer indécis. Ils sont des êtres sociaux et charmeurs. Avant de continuer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnages de reportages, internet selon les cas. Et ce matin, je vais vous faire une deuxième mise en garde avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être le plus impartial possible car c'est un personnage que je n'apprécie pas. Pour moi, il est trop hors norme, trop sulfureux. Néanmoins, je pense qu'il est important de le connaître et de se faire sa propre opinion. Cela dit, je ne dirai pas tout car je ne veux pas choquer les chastes oreilles qui pourraient nous écouter. Peut-être que cette dernière précision vous mettra sur la voie pour savoir de qui je parle. Alors, le papa de Monsieur Balance a 40 ans. Il est déjà retraité lorsqu'il rencontre son épouse. De cette union, ils auront un garçon, Edward Alexander, né le 12 octobre 1875, comme je vous le disais en préambule. La famille d'Edward Alexander appartient à un mouvement des Darbistes, fondé en 1830 par John Nelson Darby. Aujourd'hui, on parle d'une secte protestante, mais cela ne les empêche pas de vivre dans une aisance certaine, voire de bourgeois. Les parents d'Edward voyagent, et notamment en France et en Suisse. Sa famille se dit appartenir à une aristocratie et argumente une branche lointaine d'une famille bretonne de Kerouaille, établie en Grande-Bretagne sous l'époque des Tudors. En 1887, son papa décède d'un cancer de la langue car il refuse de se faire opérer par conviction religieuse. Sa maman s'installe à Londres près de son frère qui a un rôle important chez les Darbistes. Ce tonton prend en charge l'éducation du jeune Edward. Son éducation est très dure, froide. Elle le brise physiquement et moralement. Il en parlera plus tard dans son autobiographie, alors The World Tragedy. Il dira qu'il a eu une enfance en enfer. Cela ne l'empêche pas d'être surdoué et d'une intelligence précoce. Mais à côté de cela, il est très malade. Sa famille décide de le retirer du collège à ses 16 ans. Il est confié à un précepteur. Il en sera transformé. Il fait de nouveaux voyages, et notamment dans les Alpes, seul ou avec sa famille. Il se passionne pour l'alpiniste en solitaire alors qu'il n'a que 20 ans. Il fait une rencontre qui bouleverse sa vie par l'intermédiaire d'Heinrich Smith, la société secrète. Et ce monsieur Smith l'initie à une structure paramaçonnique, mais les rituels et les cérémonies le déçoivent et n'y assistera plus. Très vite, il se trouve une nouvelle passion, la politique. On reconnaît bien là le côté indécis de la Balance dans sa quête de l'harmonie. En 1896, il découvre sa première expérience mystique alors qu'il ne s'y attendait pas. Il écrit dans ses confessions « J'ai l'impression que les liens de son âme se dénouent, mais aussi que l'Esprit Saint omnipotent, omniscient, omniprésent fleurit dans son âme, comme si l'entière force de l'univers
y est concentré et s'y manifeste sous la forme d'une rose. Quelques mois plus tard, il tombe malade et il médite sur sa situation et son avenir. Le 18 novembre 1898, il reçut néophyte de la Golden Dawn, alors D-A-W-N, et il sera élevé au grade de zélator en décembre. En janvier 1899, il devient Theoricus, en février Praticus et Philosophus en mai. On constate son évolution rapide, mais aussi on voit bien le côté déterminé de la balance. Par contre, les membres du Temple de Londres refusent de l'introduire dans le second ordre parce qu'il a une réputation de bisexuel. Avec toutes ces indications, je pense que vous avez deviné de qui je parle, et oui, ce n'est autre qu'Aleister Crowley. Aleister continue ses recherches spirituelles, il étudie le yoga et il atteindra le dhyana, D-H-Y-A-N-A, un état d'éveil le plus élevé dans la pratique du yoga tantrique. L'alpinisme, sa première passion, ne le quitte pas. Dans l'Himalaya, il fait l'ascension du Chogori, le K2, le deuxième plus grand sommet au monde, 8611 mètres. Il est accompagné de 5 alpinistes, mais à 6700 mètres, ils doivent faire demi-tour, mais cela est déjà un record pour l'époque. Il retourne à Paris pendant l'hiver 1902 et il se détourne de la magie pendant 2 ans, car il est tombé amoureux de Rose Kelly et il l'épouse le 12 août 1903. Leur voyage de noces dure 7 mois. Ils vont tous les deux à Naples, à Seyhan, au Caire. Quand ils sont au Caire, Rose découvre des signes de médiumnité et de clairvoyance. Elle demande à Aleister d'invoquer quelqu'un qu'elle voit sur une selle du Boulac Museum comme Horus sous la forme de rat cuit. Sur le catalogue du musée, cette stèle porte le numéro 666, celui de la bête dans l'Apocalypse de Jean. À la suite de cela, une entité dicte un livre, le Liber Legis, ou Legis, L-E-G-I-S, qui annonce l'avènement d'un nouvel éon. Dans ses confessions, Aleister raconte qu'il n'est pas séduit par cette révélation et il dit « Je protestais contre ce livre avec toute mon âme ». Ils auront une fille, Lola Zaza. Ce mariage prit fin en 1909. En 1907, il crée son propre ordre, l'Astrum Argentinum, et il dit que c'est la continuité de la Golden Dawn. Il aura au maximum 100 membres. Ce mouvement devient célèbre en octobre-novembre 1910 et donne des représentations publiques avec des rituels crowléens, les rites Eleusis à Londres. Cette représentation attire la presse à scandale, qui commence une campagne de diffamation contre Crowley jusqu'à sa mort. Cette même année, il rencontre Victor Benjamin Neubourg. Il devient son partenaire magique, notamment jusqu'en automne 1914, l'année de leur rupture. En 1921, à 46 ans, il annonce qu'il a atteint le grade Ipsissimus, le stade le plus élevé de l'évolution spirituelle. En 1945, il est déjà très affaibli. Il s'installe dans la pension de famille à Hastings. Il a de nombreuses visites et notamment ses successeurs, Grandi Louis-Marc Murtry et Kenneth Grant. Il décède le 1er décembre 1947 d'une faiblesse cardiaque. Le 5 décembre, il est incinéré dans le crématorium de Beerton. Il porte un costume vert pomme. Je n'ai pas trouvé sa sépulture, mais peut-être que Vera a des infos sur le sujet et nous fera une belle chronique. Alors, je ne vous parlerai pas plus de la magie de Crowley, car, comme je vous le disais en préambule, je trouve ce personnage trop sulfureux. Par contre, je vous laisse faire vos propres recherches si le sujet vous intéresse.
Cela dit, sa pratique a influencé et influence encore aujourd'hui beaucoup de monde et des milliers de personnes revendiquent leur appartenance. Il donne naissance à d'autres ordres depuis le début des années 1970 sur presque tous les continents. Ces autres ordres, on peut les classer en 3 courants néo-religieux très différents. Alors le premier courant n'est autre que la Wicca. La Wicca est née dans les pays anglo-saxons où ses pratiquants se comptent par centaines de milliers. L'origine de ce mouvement est attribuée à Gerald Gardner. Il a connu personnellement Crowley, qui en son temps lui avait accordé une charte qui permettait de fonder une loge dans cet ordre. En 1943, il demande à Alistair de lui rédiger des rituels de sorcellerie contre de l'argent. De là, il rédige The Book of Shadow, qu'il attribue à une sorcière du XVIe siècle, mais on se rend compte qu'il a pris des paragraphes entiers du Liber Legis et de rituels de Golden Dawn, qu'il a traduit en anglais élisabétain et aussi du maître Thérion. Ce livre devient la référence et la fondation de la Wicca. Le deuxième courant, Amorc, A-M-O-C-R, c'est un acronyme, est là la plus importante des structures néo-cruciennes qui actuellement existent toujours encore. Beaucoup d'autres mouvements, pour se donner une responsabilité ou une légitimité dans leurs travaux, se revendiquent aussi d'appartenir à Aleister Crowley. Et là, nous avons par exemple Ron Hubbard, qui est le fondateur de la scientologie. Alors ce mouvement est très contesté, notamment en France. Il est sur la liste des sectes du Miviludes, M-I-V-I-L-U-D-E-S, c'est un site de l'État. Et par contre, en Amérique, où le mouvement est né, l'église de Scientologie est reconnue comme une religion. Plus proche de nous, de nombreux artistes font référence à Aleister Crowley. Les premiers que j'ai retrouvés sont les Beatles, et notamment sur la couverture de leur 33 tours, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Alors vous voyez, mon anglais n'a pas beaucoup évolué, qui date de 1967. Donc sur la couverture, on y voit beaucoup de personnages. Bon, en plein centre, nous avons les Beatles. Mais en haut, à gauche, au deuxième rang, le deuxième personnage en haut à gauche, n'est autre qu'Aleister Crowley. David Bowie, qui chantait « Je suis proche de la Golden Day », plongé dans le monde imaginaire de Crowley, dans Quicksand, publié en 1971. D'autres artistes tels que Sting, Iron Maiden, Mick Jagger, Led Zeppelin, pour ne citer que les plus connus, qui se revendiquent de près ou de loin une appartenance à Aleister Crowley également. Et sur une des affiches de Led Zeppelin, nous pouvons voir une représentation d'Aleister Crowley. Alors je vais vous laisser avec ce personnage hors du commun qui est un gnostique et un occultiste, qui est aussi bien indécis que déterminé, mais aussi sociable et charmeur, comme toute bonne balance qui se respecte. Les informations que je vous ai données, je les ai retrouvées dans le livre Crowley, Qui suis-je de Christian Bouchette aux éditions Prades, et notamment vous pouvez également y trouver le thème astral d'Aleister Crowley. Je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée, prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain avec un autre personnage historique ésotérique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.